Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations qui est, je crois qu'on peut le dire, instantanément devenue légendaire. Ah oui, complètement. Celle de 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que le score final, ce petit 1-0, il ne raconte absolument rien de la folie de ce match. Rien du tout. Et pour décortiquer ça, on a une source qui est vraiment exceptionnelle. Oui, c'est une analyse à chaud publiée par whipsport.com le soir même de la finale, le 18 janvier 2026. C'est un document qui vibre encore, on sent l'émotion du direct. C'est pour ça qu'il est si intéressant. C'est pas une analyse tactique froide, faite des jours après. Non. Là, on a un récit presque viscéral, qui capture la tension, le drame. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment une équipe qui a en fait totalement dominé son sujet sur le terrain a dû traverser le chaos, un sentiment d'injustice terrible, pour finalement gagner. Le titre de l'article donne le ton tout de suite d'ailleurs. Ah oui. Le Sénégal brave l'injustice et force son destin. On n'est pas dans le compte-rendu sportif classique là. On est déjà dans l'épopée. Exactement. Et pour comprendre cette épopée, il faut planter le décor de la fin du match. L'article parle d'un tourbillon de tensions, polémiques et décisions arbitrales contestées. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez la scène. Un but sénégalais a déjà été annulé, et là, dans les toutes dernières secondes, l'arbitre siffle un penalty pour le Maroc. Le coup de théâtre absolu. Le titre qui semble s'envoler pour le Sénégal. Et la réaction des joueurs sénégalais? Et incroyable. Le journaliste nous dit qu'ils ont tout simplement refusé la décision. Le match est interrompu, on est au bord du chaos. C'est ça. On est dans un moment de rupture totale. Et c'est ce paradoxe qu'on va explorer. Comment, après avoir montré une telle maîtrise, la victoire a pu se jouer sur un coup de sang comme ça? Justement, pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Parce que toute cette force mentale, elle vient de la conviction qu'ils étaient la meilleure équipe sur le terrain. Et cette conviction, elle s'est forgée dès le début. Dès la première mi-temps, oui. Alors, parlons-en de cette première période. Le tableau d'affichage à la pause, c'est 0-0. On pourrait s'imaginer un match fermé, équilibré. Mais en fait, pas du tout. Le récit de WeSport, c'est celui d'un match presque à sens unique. C'est ça qui est frappant. Oui, le journaliste décrit une prise de contrôle progressive, mais totale. Les termes sont forts, hein. Il dit que les Lions ont pris l'ascendant, qu'ils étaient plus justes techniquement. Et plus dangereux dans les 30 derniers mètres, ça c'est la clé. C'était pas une possession stérile, quoi. Non, loin de là. On sent une équipe qui met une pression constante, intelligente, qui sait où elle veut aller. L'article identifie même les deux moteurs de cette domination. Il cite la mobilité de Ndiaye et l'impact de Mané sur le côté gauche. C'est intéressant. Je pense que c'est un peu des deux. On sait que le côté gauche, c'est le point fort du Sénégal avec Mané, mais la mobilité d'Ondiaye, ça suggère qu'il dézonait, qu'il créait des espaces. Un duo qui a dû rendre la défense marocaine complètement folle. Voilà. Cette supériorité, elle n'était pas abstraite, elle était incarnée par ces joueurs qui mettaient le feu. Et ce feu, il a failli faire basculer le match plus d'une fois. Le journaliste nous plonge au cœur des occasions franches, comme il les appelle. Oui. La première grosse alerte, elle vient sur un corner. La description est très visuelle. C'est Pape Gueye, c'est ça. C'est Pape Gueye, exactement. Il s'est élevé plus haut que tout le monde. On imagine la détente, la puissance de la tête. Le texte dit que le ballon semblait filer au fond. Dans la tête de tout le monde, il y a but. Et sauf qu'en face, il y a un homme qui a dit non. Yassine Bounou, le gardien marocain. L'article le qualifie d'impérial. Et c'est le mot juste. Face à cette tête, il réalise un arrêt réflexe exceptionnel. Ce n'est pas juste un arrêt, c'est un message qu'il envoie. Le message, c'est « Aujourd'hui, il faudra être plus fort que ça ». Exactement. Et ce message, il va le répéter quelques minutes plus tard, de manière encore plus spectaculaire. Ah oui, l'autre occasion. Là, on nous parle d'une contre-attaque éclair. Nicolas Jackson qui lance parfaitement Iliman Ndiaye. Le scénario est parfait. Ndiaye se retrouve seul face au but. C'est le rêve pour un attaquant en finale. Il fait le bon geste. Il croise sa frappe. On voit déjà le filet trembler. Mais Bounou, encore lui. La description de son geste est fabuleuse. C'est incroyable. Il traîne la jambe au dernier moment et détourne le ballon du bout du pied. C'est de l'instinct pur. L'article est formel. C'est l'occasion la plus nette de la mi-temps. Il faut qu'on s'arrête une seconde sur l'impact psychologique de ces deux arrêts. Pour les Sénégalais, c'est une frustration immense. Ah, mais c'est terrible. Tu fais tout bien, tu crées l'occasion parfaite, et un mur se dresse. Tu commences à douter et à te dire « mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus ?» Et à l'inverse, pour le Maroc, chaque arrêt comme ça, c'est comme marquer un but. Ça te galvanise, ça te soude. Bien sûr. Ça renforce la conviction que tu peux tenir, même en souffrant.
La conclusion du journaliste sur ce point est sans appel d'ailleurs. Il dit quoi? Le Maroc, lui, peut remercier un Bouno décisif sans qui l'issue aurait pu être différente. C'est clair. Sans lui, le match aurait pu être plié à la mi-temps. Tout est dit. Ce 0-0 à la pause, c'est un petit miracle pour le Maroc. Un miracle qui s'appelle Bouno. Donc le tableau est clair, le Sénégal frappe à la porte encore et encore, mais Bouno refuse d'ouvrir. On pourrait croire à un match à sens unique, mais l'article nous rappelle que le Maroc n'était pas juste là pour subir. Non. Et c'est un point crucial de l'analyse. Le Maroc souffrait, mais il ne paniquait pas. Leur première force, c'est cette organisation défensive bien en place. Ils plient mais ne rompent pas, comme on dit. C'est exactement ça. Face aux vagues sénégalaises, ils sont restés compacts, structurés. Ils ont plié, oui, mais ils n'ont jamais cassé. Et ils n'ont pas fait que défendre. Ils avaient un plan pour faire mal. Un plan très clair. Le journaliste note qu'ils ont surtout cherché à exploiter les coups de pied arrêtés. Et il précise bien que c'est l'une de leurs forces depuis le début du tournoi. Donc ce n'était pas une stratégie par défaut, c'était leur arme principale. Absolument. Ils savaient qu'ils n'auraient pas 50 occasions d'enjeu, donc ils misaient tout sur ces phases-là. Chaque corner, chaque coup franc, c'était une balle de match potentielle. Et ils ont failli réussir leur coup. Ah oui, l'article mentionne cette occasion énorme pour Naïef Aguerd sur un corner. Ils passent tout près d'ouvrir le score. Oui, il manque le ballon de quelques centimètres alors qu'il était idéalement placé. C'est le rappel glaçant que dans un match comme ça, un moment d'inattention et tout peut basculer. Complètement. C'est l'équilibre précaire d'une finale. C'est ça. Et dans le jeu courant, l'analyse mentionne bien quelques projections rapides avec Saibari ou Hakimi, mais la défense sénégalaise tenait bon. oui, le texte souligne la bonne lecture de la défense, bien organisée autour de Niakhaté et Mamadou Sarr. Une défense qui a globalement bien résisté. On a donc une image très très complète. Une domination sénégalaise, mais qui se heurte à un gardien en état de grâce et à un bloc marocain solide et dangereux sur ses points forts. Le décor est parfaitement planté pour la suite. Et c'est là qu'on en revient à notre question de départ. Après une telle démonstration de supériorité, mais non récompensée, on entre dans la deuxième phase du match, celle de l'épreuve mentale. On arrive donc à ce dénouement incroyable. Le match est toujours à 0-0, la frustration sénégalaise doit être à son comble. On l'imagine, oui. L'article ne détaille pas toute la fin de match, mais son introduction nous en donne la séquence. C'est une montée en puissance dramatique. Il y a d'abord ce but sénégalais annulé. Ce qui rajoute encore une couche d'amertume et de sentiment d'injustice. Et puis, il y a ce penalty, le coup de grâce, on se dit. C'est le point de rupture. Après avoir tout tenté, après avoir été objectivement supérieur, les Sénégalais voient le match leur échapper sur une décision arbitrale à la dernière seconde. Psychologiquement, c'est un coup de massue. Le match aurait dû être perdu pour eux à ce moment-là. Mais c'est leur réaction qui change tout. Ce refus de la décision, cette interruption du match, ce n'est pas juste de la contestation. Non, on sent que c'est plus profond. C'est un acte de défi. Comme s'ils disaient « non, pas comme ça. On a trop dominé, on a trop subi, le match ne peut pas se terminer ainsi. » C'est une façon de refuser d'être la victime du sort. Exactement. C'est le moment où l'équipe décide collectivement de prendre son destin en main, même de manière chaotique. Et c'est de ce chaos, de cette injustice transformée en rage de vaincre, que va venir la lumière. Et la lumière, elle porte un nom. Pape Gaye. C'est lui qui marque en prolongation. Et la symbolique est magnifique. Ah oui, c'est incroyable. C'est ce même Pape Gaye qui, en première mi-temps, avait vu sa tête sortie par un miracle de Bounou. Celui qui a été le premier frustré devient le libérateur. Sénégal brave l'injustice et force son destin, prend tout son sens. Les verbes sont importants. Très important. Braver l'injustice, ça implique un combat. Et forcer son destin, ça suggère une victoire qui n'était pas écrite, qui a été arrachée par la pure volonté. Ce n'est donc plus une simple victoire sportive. Le récit de Wisport la transformant En triomphe du caractère. C'est exactement ça. La deuxième étoile, elle n'a pas seulement été gagnée, elle a été conquise de haute lutte, contre les éléments contraires. La domination de la première période a posé les bases de la légitimité de cette victoire, en quelque sorte. Oui, mais c'est la capacité à surmonter le drame final qui lui donne sa dimension héroïque. Le Sénégal n'a pas seulement été meilleur techniquement, il a été plus fort mentalement quand tout semblait s'effondrer. Si on fait la synthèse, cette analyse nous offre une lecture incroyablement riche de cette finale. On comprend que le 1-0 est presque anecdotique. L'histoire, c'est celle d'une confrontation de style et de mentalité. D'un côté, une domination technique sénégalaise qui aurait dû tuer le match. Et de l'autre, une résilience marocaine admirable.
Une organisation de fer et un gardien qui a touché à la perfection ce jour-là. Le tout sublimé par la performance de ce gardien. Oui. Et ce duel a culminé dans cette fin de match électrique presque surréaliste, où la logique du foot a laissé place à la passion, à la controverse. Le but de Pape Gaye, ce n'est pas juste un but. C'est la conclusion d'un scénario, presque hollywoodien, qui scelle la victoire dans la douleur et la fureur. Et cette idée, martelée par l'article, que le Sénégal a forcé son destin, ça nous laisse avec une question fascinante, je trouve. Oui, une question qui dépasse seul match. Elle nous interroge sur la nature même d'un grand champion. Qu'est-ce qui compte le plus, au final? Est-ce que c'est la supériorité tactique, technique, celle qu'on peut mesurer, analyser et qui, logiquement, devrait suffire? Ou bien est-ce que c'est cette force mentale, cette capacité presque irrationnelle à surmonter un sentiment d'injustice pour aller chercher un résultat quand tout semble se liguer contre vous? La réponse se trouve peut-être là. Un champion, ce n'est peut-être pas seulement celui qui est le meilleur, c'est celui qui refuse le plus obstinément de perdre.